Le monde manque d'espace, mais en Mongolie, l'espace est la seule chose qu'ils possèdent en surabondance. C'est l'Empire vide, une terre de 30 millions de chevaux et de seulement 3 millions de personnes. Mais ne vous laissez pas tromper par le silence. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce paysage massif cache des secrets qui défient la logique. Nous parlons d'un défilé de glace solide au cœur d'un désert brûlant. Nous parlons des derniers chevaux vraiment sauvages de la planète. C'est un voyage vers les lieux les plus époustouflants de la Terre. Et cela commence tout de suite. Il y a des statues de dirigeants partout dans le monde. Beaucoup sont sculptées dans la pierre, d'autres moulées dans le bronze, assises patiemment sur les places des villes ou sur les sommets des montagnes. Mais ensuite, il y a ceci. Vous conduisez pendant environ 1 heure à l'est de la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, et l'étalement de béton de la ville fait place à la vraie Mongolie. C'est un paysage qui redéfinit le mot « ouvert ». C'est un océan d'herbe s'étendant jusqu'à un horizon si lointain qu'il courbe avec la terre, le tout sous un dôme de ciel bleu brillant et sans fin. L'air sent la poussière, le thym sauvage et le parfum piquant et herbeux de la steppe. Et puis, vous le voyez, au début, ce n'est qu'un éclair de lumière, un scintillement à l'horizon qui n'a pas de sens. À mesure que vous vous rapprochez, il prend forme. C'est un homme à cheval, et il est, pour le dire sans détour, colossal. C'est le complexe de la statue de Gengis Khan. La figure du conquérant lui-même mesure 131 pieds de haut, plus grande que la figure de cuivre de la statue de la Liberté. Il est fait de 250 tonnes d'acier inoxydable, brillant et étincelant, et c'est Gengis Khan, l'homme qui, au XIIIe siècle, a forgé un groupe dispersé de tribus nomades en une armée qui a bâti le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire humaine. Ce n'est pas juste une statue, c'est une affirmation profonde de l'identité nationale. Après des décennies de domination soviétique, où son nom était pratiquement interdit, la Mongolie récupère maintenant son fondateur. La statue est posée sur un bâtiment circulaire de 10 mètres de haut, un centre d'accueil conçu pour ressembler à un bâtiment gothique européen, ce qui est un choix curieux, mais il sert de piédestal. Ce qui est vraiment étonnant, c'est ce que vous pouvez faire ici. Pour un petit droit d'entrée, vous pouvez pénétrer dans le bâtiment, qui abrite un musée, un restaurant et une boutique de souvenirs. Vous pouvez voir une botte en cuir géante de 9 pieds de long, une réplique de ce qu'un guerrier de cette époque aurait pu porter. L'échelle même vous fait réaliser à quel point ces figures sont devenues mythiques. Mais l'événement principal est l'ascenseur. Vous le prenez à travers le corps du cheval. Il s'ouvre sur une petite plateforme sur la tête du cheval, juste entre ses oreilles et juste sous le menton de Gengis. Vous vous trouvez face à face avec le conquérant lui-même. Le vent ici est incessant. Ce n'est pas une brise légère, c'est une force puissante et constante, le même vent contre lequel ces hordes chevauchaient. De cette hauteur, le vide de la Mongolie se déploie dans toutes les directions. Vous pouvez voir la rivière Tula serpentant à travers la vallée vert-brun. Vous pouvez voir de minuscules yourtes blanches, les tentes traditionnelles en feutre des nomades, à des kilomètres de là. La statue, elle-même, est pointée vers l'est, vers son lieu de naissance dans la province de Khenti. L'ensemble du complexe est une merveille moderne. Construit en 2008, ce n'est pas seulement un monument au passé, mais un symbole de l'avenir de la Mongolie. Sur le terrain, vous trouverez des statues plus petites de ces guerriers. Pour quelques dollars supplémentaires, environ 10 000 tugriks, ce qui ne représente que 3 ou 4 dollars américains, vous pouvez vous rendre dans une zone voisine et vous essayer au tir à l'arc à cheval pour avoir un aperçu des compétences qui ont conquis un quart du monde. Ce gardien colossal d'acier est l'introduction parfaite à la Mongolie, une terre d'une échelle choquante et d'une histoire profonde et compliquée. Mais cette merveille moderne n'est qu'un écho d'un lieu beaucoup plus ancien et plus sacré. Bienvenue dans la vallée de l'Orkhon. Lorsque vous entendez le mot « vallée », vous imaginez probablement une étroite bande de terre entre deux chaînes de montagnes escarpées. Vous devez effacer cette image. La vallée de l'Orkhon est un vaste paysage tentaculaire de collines verdoyantes, de pâturages luxuriants et du chemin sinueux de la rivière Orkhon. Elle est si centrale à l'histoire de l'Asie centrale, si essentielle à l'histoire humaine, qu'elle est protégée en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le dire sans détour, c'est le berceau des empires. Pendant des milliers d'années, il y a eu une règle non écrite sur la steppe.
Celui qui contrôlait la vallée de l'Orkhon contrôlait la steppe. Ce fut le quartier général d'une grande puissance nomade après l'autre. Les Xiongnu, la puissante confédération qui a forcé la Chine à construire sa grande muraille, avaient leur centre ici. Ils ont été suivis par les Turcs Gökturk, qui ont sculpté leur histoire dans des pierres dressées, puis le Khaganat ouïghour. Et puis, au XIIIe siècle, le fils de Gengis Khan, Ögedei, a décidé de faire quelque chose qu'aucun nomade n'avait jamais fait auparavant. Il a décidé de construire une capitale permanente en pierre. Il a bâti la légendaire ville de Karakorum juste ici. Imaginez, en l'an 1235, une ville fortifiée s'élevant du milieu de la prairie vide. C'était un centre cosmopolite et mondial. Le célèbre voyageur Guillaume de Rubruck, un moine flamand, a visité en 1254 et a été stupéfait par ce qu'il a trouvé. Il a décrit une ville remplie de personnes de partout dans le monde, des bijoutiers français, des marchands de soie chinois, des mineurs hongrois et des érudits persans, tous vivant et travaillant au centre du plus grand empire du monde. Il a décrit un magnifique arbre d'argent dans la grande salle du palais, une fontaine élaborée conçue par un orfèvre parisien qui, sur simple pression d'un bouton, distribuait 4 boissons différentes depuis ses branches, du vin de riz, de l'hydromel mielé et de l'érag, la boisson mongole traditionnelle de lait de jument fermenté. Mais aujourd'hui, c'est disparu. Lorsque l'Empire s'est effondré au XIVe siècle, la ville a été démolie, ses palais et temples glorieux rasés, ses pierres ont été emportées. Tout ce qui reste de la capitale du monde est un vaste champ vide. Les seuls repères sont 4 tortues de pierre massive, qui marquaient autrefois les limites officielles de la ville, maintenant assises seules dans l'herbe. La capitale de l'Empire n'est plus qu'un fantôme, un souvenir dans le vent. S'y rendre est une vraie aventure. C'est une longue, éprouvante et chaoteuse route depuis la capitale Ulaanbaatar. Il vous faudra un véhicule 4x4 sérieux. La plupart des circuits utilisent le Toyota Land Cruiser ou le classique fourgon UAZ d'origine russe qui fait trembler les os. Ce fourgon est une légende. Il est inconfortable, il tombe en panne, mais il est si simple que n'importe quel berger nomade peut le réparer avec une clé et du fil de fer. Il n'y a pas de route pavée, juste des pistes de terre sans fin et entrecroisées. Vous séjournerez dans des camps de yourtes, qui sont des tentes traditionnelles en feutre installées pour les voyageurs. Un séjour en yourte peut coûter aussi peu que 10 à 15 $ la nuit, c'est de base. Vous dormirez sur un simple lit de camp, avec un poêle à bois au centre que la famille d'accueil viendra allumer pour vous au milieu de la nuit froide. L'hospitalité est incroyable. On vous offrira du thé au lait salé et des caillés de fromage dur et séché appelés aaroul. Vous dormirez sous une voûte d'étoiles si brillante qu'elle semble fausse, dans un silence si profond qu'on a l'impression d'être la seule personne sur Terre. Pourtant, cette vallée n'est pas seulement faite de champs vides et de fantômes. C'est un paysage qui jaillit dans une beauté soudaine et spectaculaire. Et au milieu de cette herbe sans fin, le sol se fend soudainement. On l'entend avant de le voir. Après avoir conduit pendant des heures à travers la steppe douce et vallonnée de la vallée de l'Orkhon, un grondement sourd et constant semble complètement déplacé. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas d'avion. C'est le bruit de l'eau qui se précipite. Puis, le monde s'effondre. C'est la chute d'eau d'Ulaan Tsutkalan, souvent simplement appelée la chute d'eau d'Orkhon. C'est un plongeon à couper le souffle de 65 pieds de d'eau blanche, s'écrasant dans un canyon profond et sombre. La rivière est large et puissante ici, et elle se rétrécit en ce seul conduit, rendant la force de l'eau incroyable. Ce que personne ne vous dit, c'est comment elle a été formée. Cette caractéristique n'a pas été lentement sculptée sur des millions d'années, comme le Grand Canyon. Elle est née d'une violence pure et soudaine. Il y a environ 20 000 ans, un volcan voisin, le Corbeau, est entré en éruption. Il a inondé toute cette partie de la vallée de lave, épaisse et noire. La rivière Orkhon, son ancien chemin bloqué par ce nouveau mur de roches volcaniques, a été forcée de creuser un nouveau chemin. Elle a entaillé ce canyon, et la cascade est née. C'est un véritable choc pour le système. Une minute, vous êtes dans une mer d'herbe verte, entourée de yaks en train de paître. La minute suivante, vous vous tenez au bord d'un défilé rocheux spectaculaire. La brume de la cascade monte et vous pouvez sentir la pierre mouillée et l'eau propre et froide. La cascade elle-même est la plus puissante au printemps et au début de l'été, après la fonte des neiges ou une forte pluie. En fait, si vous venez pendant une période de sécheresse, elle peut être réduite à un filet d'eau. Mais en hiver, elle devient un autre type de merveille. Elle gèle complètement, créant un mur massif et scintillant de glace bleu-blanc, un endroit favori pour les grimpeurs sur place. Pour les voyageurs, c'est une destination de choix.
Vous pouvez descendre à pied dans le canyon en vous cramponnant prudemment aux rochers noirs et glissants pour vous tenir à la base, sentant les embruns sur votre visage. Les familles nomades locales installent leurs yourtes près du bord du canyon pendant l'été, offrant aux visiteurs un endroit où séjourner et une chance de monter à cheval. Imaginez galoper sur un cheval mongol robuste, le vent dans vos cheveux, avec cette cascade tonitruante comme toile de fond. Les camps de yourtes voisins sont parfaitement placés pour vous offrir des vues incroyables. Vous pouvez manger un copieux repas de soupe de mouton, appelé Gouril Taishul, rempli de nouilles épaisses et de légumes, puis marcher à seulement quelques centaines de pieds pour voir cette merveille naturelle. C'est un puissant rappel que cette terre vide est pleine de surprises soudaines et puissantes. Mais les secrets de cette vallée ne sont pas seulement créés par la nature, ils ont aussi été sculptés par les hommes, il y a très longtemps. Et certaines de ces gravures contiennent des avertissements qui sont encore glaçants aujourd'hui. Bien avant Gengis Khan, une autre grande puissance régnait sur cette terre. C'était un peuple qui venait du nord, et il s'appelait les Gökturks. Ils ont créé le Khaganat turc, un empire massif qui s'étendait de la mer Noire à la Mandchourie, et leur cœur était juste ici, dans la vallée de l'Orkhon. Sur un site appelé Koshe Tsaïdam, ils ont laissé derrière eux leurs histoires, gravées dans la pierre. Ce ne sont pas seulement des pierres tombales, ce sont les plus anciennes écritures connues de toute langue turque, datant du début des années 700. Ce sont les inscriptions de l'Orkhon. Les deux monuments les plus importants sont pour un prince nommé Kultegin et son frère, l'empereur Bilge Khan. Ce sont des dalles de pierre massives, ou stèles, de plus de 10 pieds de haut, couvertes de plus de 10 000 lettres gravées à la main dans un script spécial appelé runes de l'Orkhon. Ce script ressemble un peu aux runes des Vikings, mais c'est un alphabet complètement unique et pendant des siècles, personne n'a pu le lire. Lorsque les érudits l'ont finalement déchiffré à la fin des années 1800, cela a ouvert une fenêtre sur un empire perdu. Et l'histoire qu'elles racontent est épique. Elles décrivent la fondation de l'empire turc, la gloire de leur bataille et la nature sacrée de cette vallée même. Elles parlent de leur croyance dans le dieu du ciel, Tengri, qui régnait d'en haut. Mais ce qui est vraiment glaçant, c'est le ton. L'inscription de Bilge Khan est un avertissement direct et personnel à son peuple. Il les met en garde, depuis au-delà de la tombe, de ne pas faire confiance à leurs puissants voisins, la dynastie Tang en Chine. Il dit qu'ils utilisent des mots doux et des trésors riches pour tromper, diviser et conquérir les nomades de la steppe. Pour le dire sans détour, c'est un conseil politique qui est toujours d'une actualité brûlante 1300 ans plus tard. C'est une voix du passé lointain, parlant de pouvoir, de trahison et de la lutte pour la survie. Aujourd'hui, il y a un beau musée moderne construit juste à côté du site, financé par le gouvernement turc. Il a été construit en 2010 pour protéger les pierres originales inestimables des éléments runes. À l'intérieur, vous pouvez voir les stèles, ainsi qu'un trésor d'artefacts trouvés dans leurs tombes, couronnes en or, bijoux complexes et statues de serviteurs agenouillés. Ce site est devenu partie du patrimoine de l'UNESCO de la vallée de l'Orkhon en 1996. Mais ce qui est vraiment spécial, c'est de se tenir dans le champ à l'extérieur, en regardant les répliques qui se dressent exactement là où se trouvaient les originaux. Vous pouvez toucher les runes profondément ciselées, sentir l'histoire d'un empire perdu, entouré par le même vent et le même ciel sans fin qu'ils ont décrit. L'histoire de la vallée ne s'est pas terminée avec les Turcs. La prochaine grande ville construite ici, Karakorum, serait détruite, mais ces décombres seraient utilisés pour créer le centre spirituel le plus important de Mongolie. Une forteresse de foi a été construite directement à partir des décombres d'une capitale déchue. Ceci est le monastère d'Erdenzu, et c'est un miracle. Après la chute de l'Empire mongol au XIVe siècle, la grande capitale de Karakorum a été rasée. Ses palais glorieux, ses mosquées et ses temples n'étaient plus qu'un tas de pierres et un triste souvenir. Pendant 2 siècles, le site est resté en ruine. Puis en 1586, un seigneur mongol nommé Abtai Sain Khan a décidé de construire quelque chose de nouveau à partir de ces décombres. Il avait rencontré le 3e Dalai Lama et s'était converti au bouddhisme tibétain, et il voulait construire un centre pour cette nouvelle foi. Alors, il a construit Erdenezu, le temple du joyau, le premier et le plus grand monastère bouddhiste de Mongolie, et il l'a construit en utilisant les pierres de la capitale déchue. Mais il n'a pas seulement construit un temple, il a construit une forteresse. Un mur carré massif entoure l'ensemble du complexe,
mesurant près d'un quart de mille de côté. C'est une structure imposante et d'apparence puissante. Et incrustée dans ce mur blanc et brillant se trouvent 108 stupas blancs immaculés, ou sanctuaires en forme de dôme. 108 est un nombre profondément sacré dans le bouddhisme, représentant les 108 péchés ou souillures humaines. Ce mur était un bouclier spirituel, protégeant le sol sacré à l'intérieur. À son apogée, Erdenezuru était une ville en soi. C'était un complexe stupéfiant. Il comptait plus de 60 temples, décorés d'or, et à un moment donné, plus de 1000 moines y vivaient, priaient et étudiaient. C'était le cœur spirituel incontesté de la nation pendant des siècles. Puis, dans les années 1930, vint l'obscurité. Pendant les purges politiques sous le nouveau gouvernement communiste, la religion a été ciblée comme un opium du peuple. Le monastère avait été visé. Des centaines de moines ont été rassemblés et emmenés, beaucoup n'ont jamais été revus. L'ensemble du complexe, à l'exception du mur extérieur et de 3 petits temples stratégiques, a été systématiquement démoli. Ce fut une tragédie culturelle, une tentative d'effacer l'âme de la nation. Ce que vous voyez aujourd'hui est un fantôme de ce qu'il était, mais c'est un fantôme puissant. Les 3 petits temples qui ont survécu ont été épargnés et transformés en musées. Aujourd'hui, vous pouvez entrer et voir des trésors inestimables qui ont été cachés de la destruction. D'incroyables statues dorées de divinités bouddhistes, des peintures de tanka complexes sur soie et des masques féroces et colorés qui étaient utilisés dans les danses sacrées Tsam. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'Erdenezuru est aussi un monastère actif à nouveau. Après la chute du communisme en 1990, les moines sont revenus. Aujourd'hui, vous pouvez vous tenir dans la cour principale et entendre le chant profond et résonnant des moines le matin, le son des longues trompes et des cymbales résonnant contre les murs anciens. C'est un lieu de profonde tristesse, mais aussi d'incroyable résilience. Ce monastère se dresse juste à côté de la ville moderne de Karakorum. Vous pouvez facilement trouver un hôtel ou un camp de yurts ici pour 15 à 20 $ la nuit. C'est la base parfaite pour explorer la vallée de l'Orkhon et les ruines de Karakorum. Mais tous les centres spirituels de la Mongolie n'ont pas eu autant de chance. Plus au sud, un autre grand monastère gît en ruine, un monument tragique à ce qui a été perdu. Ces murs brisés servent maintenant de sentinelles glaçantes dans le vent. Ceci est le monastère d'Ongji, et c'est une cicatrice sur le visage de la Mongolie. Ce n'est plus un lieu de culte, c'est un lieu de mémoire, un vaste cimetière à ciel ouvert pour un mode de vie. Situé dans l'immense steppe semi-désertique du Gobi moyen, Ongji était autrefois l'un des centres monastiques les plus grands et les plus importants de tout le pays. Ce n'était pas un seul monastère, mais 2, un complexe nord et un complexe sud, construits sur les rives opposées de la rivière Ongji. À son apogée au XIXe siècle, c'était une ville de foi tentaculaire, avec plus de 30 temples et 4 universités bouddhistes distinctes. Plus de 1000 moines y étudiaient la philosophie, la médecine et les mathématiques, leur chant résonnant à travers les collines rocheuses de terre rouge. C'était un phare de connaissance et de spiritualité dans le désert isolé. Puis vint 1937. Les mêmes purges politiques qui ont endommagé Erdenezuru ont complètement anéanti Ongji. Il était considéré comme un centre de résistance et de pensée ancienne. L'armée est arrivée. L'ensemble du complexe a été dynamité. Ces temples ont été réduits en gravats. Ces moines, plus de 200 d'entre eux, ont soit été forcés de renoncer à leur foi, envoyés dans des camps de travail, soit simplement disparus, leur destin inconnu. La rivière elle-même, autrefois la source de vie du monastère, s'est depuis réduite à une fraction de sa taille, un triste filet d'eau à travers les ruines. Ce qui reste aujourd'hui est, pour le dire sans détour, obsédant. C'est un vaste champ de ruines. Vous marchez à travers des tas de briques cassées, au-delà des fondations en ruine de grandes salles où des centaines se rassemblaient autrefois. Vous voyez des sculptures religieuses brisées, des morceaux de carreaux bleus et verts, et des morceaux de poterie à moitié enfouis dans la poussière. Le seul son est le vent incessant qui siffle à travers les murs brisés. C'est un témoignage à ciel ouvert d'un chapitre sombre de l'histoire de la nation. Il y a un petit musée dans une yourte près du site, géré par une famille locale, qui présente de vieilles photos de ce à quoi ressemblait le monastère. Le contraste est déchirant, mais il y a une petite étincelle d'espoir. Une poignée de moines sont revenus. Ils ont construit un petit temple nouveau et magnifiquement peint parmi les ruines, un minuscule point de vie provocateur dans un endroit défini par son absence. Pour les voyageurs, séjourner ici est une expérience profonde. Vous pouvez séjourner dans un camp de yourte sur la colline surplombant les ruines. Lorsque le soleil se couche, les rochers rouges s'illuminent
et le vent ressemble presque à un murmure. C'est un lieu profondément triste, profondément émouvant, un arrêt nécessaire pour comprendre l'histoire moderne du pays. De cette histoire de tragédie humaine, nous passons à une histoire de survie naturelle, une créature qui a été littéralement ramenée du bord de l'oubli. C'est le seul animal de son espèce, et il avait complètement disparu de la Terre. Ceci est le cheval de Przewalski, et c'est le dernier cheval vraiment sauvage de la planète. Soyons très clairs, ce n'est pas un cheval féral, comme un Mustang américain, qui est un cheval domestique qui s'est échappé. C'est une créature qui n'a jamais été apprivoisée par l'homme. Génétiquement, il est différent. Il a 66 chromosomes, tandis que les chevaux domestiques en ont 64. Il est trapu, résistant, avec un pelage de couleur sable, une raie foncée le long du dos et une crinière hirsute unique qui se dresse. En Mongolie, il est connu sous le nom de Taki ou Esprit. Et dans les années 1960, il avait disparu. Des décennies d'hiver rigoureux, de compétition avec le bétail pour l'herbe rare et la chasse les avaient anéantis. Le Taki a été déclaré éteint à l'état sauvage. Son esprit, semble-t-il, était brisé. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que quelques dizaines étaient encore en vie dans des zoos et des collections privées à travers le monde, tous descendants d'une minuscule population fondatrice capturée au début des années 1900. Dans les années 1990, un projet international ambitieux et désespéré a commencé. Ils ont décidé de ramener l'esprit. Ils ont soigneusement sélectionné des chevaux de ces populations captives en Europe et en Australie et les ont transportés par avion dans d'énormes caisses vers la steppe de Mongolie. Ils ont été relâchés dans le parc national de Ustay, non loin d'Oulan-Bator. C'était un pari énorme. Ces chevaux élevés en zoo se souviendraient-ils comment être sauvages? Pourraient-ils survivre aux hivers mongols brutaux avec des températures tombant à moins 40 degrés Fahrenheit? Pourraient-ils se défendre contre les loups? La réponse, incroyablement, a été oui. Aujourd'hui, le projet est l'une des plus grandes réussites de conservation de l'histoire. De cette petite poignée de chevaux réintroduits, une population saine et florissante de plusieurs centaines vit maintenant librement à Ustay. Ils vivent en groupe de harem, un étalon dominant protégeant ses juments et ses poulains, et ont réappris tous leurs instincts de survie ancestraux. Pour un touriste, c'est une observation de la faune presque garantie. Vous entrez en jeep dans le parc, qui est un beau paysage de collines ondulantes et de forêts de bouleaux à la fin de l'après-midi. Votre guide saura où regarder. Vous arrêterez la jeep, sortirez vos jumelles et vous les verrez, paissant sur les flancs des collines, leurs manteaux poussiéreux se fondant dans l'herbe. C'est une vue puissante et primale. Le parc dispose d'un petit centre d'information et d'un camp de yourtes pour les visiteurs. Vous ne voyez pas seulement un animal, vous voyez une résurrection, vous voyez un morceau de la steppe ancienne et indomptée, ramené du bord. Nous à une merveille faite de pierre, une sculpture naturelle qui garde cette terre depuis des siècles. C'est un animal de pierre géant, veillant sur une vallée de secrets. Dans le parc national de Gorki Terelj, juste après un court et facile trajet en voiture depuis la capitale, le paysage change de façon spectaculaire. La steppe plate et ouverte cède la place à une vallée magnifique remplie de montagnes, couverte de pins, de rivières claires et d'énormes formations granitiques usées par les intempéries. Ces formations rocheuses sont éparpillées partout, s'élevant des vallées herbeuses et des collines boisées comme d'anciens géants endormis. Mais une formation en particulier arrête tout le monde net. Elle s'appelle Melkikad, ou rocher de la tortue, et elle ressemble exactement à une tortue géante, sa tête pointée vers l'est, comme si elle rampait lentement et patiemment vers le soleil levant. Cette chose est colossale, plus de 79 pieds de haut. Ce n'est pas une sculpture, c'est un pur accident de la nature, une formation géologique sculptée par des millions d'années de vent, de pluie et de glace érodant la roche plus tendre autour d'elle. Dans la culture mongole, la tortue est un symbole puissant et sacré. Elle représente l'éternité, la force et la stabilité. Vous verrez de plus petites tortues en pierre marquant les limites des sites anciens, comme les 4 qui gardent la ville fantôme de Karakorum. Mais ceci est la mère de toutes. C'est un point de repère naturel qui est devenu un site sacré. Vous verrez des habitants ici, marchant dans le sens des aiguilles d'une montre autour du rocher, un signe traditionnel de respect. Vous verrez également des kadags, qui sont des écharpes de soie cérémonielles bleues nouées aux arbres voisins comme signe de respect et de prière. Pour les voyageurs, c'est l'un des endroits les plus accessibles et les plus populaires du pays. Le parc est une escapade favorite du week-end pour les habitants d'Oulan-Bator. Il est donc bien développé.
Vous pouvez grimper sur le côté du rocher, vous faufiler dans une petite grotte sur son cou pour une vue imprenable sur toute la vallée. La région regorge de camps de yourtes touristiques, allant des installations de base à 15 $ la nuit aux camps de luxe avec restaurant complet, salle de bain privée et planchers chauffants qui peuvent nous coûter plus de 100 $ la nuit. Vous pouvez faire de l'équitation à travers les forêts, faire une randonnée jusqu'au magnifique temple de méditation d'Aryabal ou visiter une famille nomade locale. C'est un avant-goût parfait et facile d'accès de la nature sauvage mongole. Mais ce parc doux et magnifique contraste fortement avec l'endroit où vit la moitié du pays entier. Nous nous dirigeons vers la capitale la plus froide et la plus polluée de la Terre. Ceci est Oulan-Bator. C'est une ville de contradictions brutales, un lieu d'énergie chaotique et choquante. Premièrement, le fait le plus stupéfiant, c'est sans aucun doute la capitale la plus froide de la planète. En janvier, la température moyenne est de moins 13 degrés Fahrenheit. Mais ce n'est pas la moyenne qui vous frappe. Ce sont les vagues de froid. Les températures plongent régulièrement à moins 30 ou moins 40 degrés. Pour le dire sans détour, c'est assez froid pour geler la peau exposée en quelques minutes. L'air est si froid qu'il semble vif, comme respirer de minuscules aiguilles. La ville entière fonctionne grâce à un système de chauffage massif au charbon construit par les soviétiques, et vous pouvez voir la vapeur s'élever des tuyaux et des regards partout dans la ville, donnant l'impression que tout l'endroit mijote. Mais le froid n'est pas la seule histoire. Cette ville est le cœur unique et battant de toute la nation. Sur les 3,3 millions d'habitants de Mongolie, plus d'1,5 million vivent ici. C'est un gâchis chaotique, tentaculaire et énergique. Au centre, vous avez des gratte-ciels modernes en verre et en acier, y compris un bâtiment en forme de voile géante. Vous trouverez un magasin Louis Vuitton, des restaurants de barbecue coréen haut de gamme et des bars branchés comme le célèbre Grand Khan Irish Pub. Mais entourant ce noyau moderne, se trouvent les blocs interminables d'immeubles d'habitation de l'ère soviétique, tous peints de couleurs ternes et décolorés. Et ce qui entoure cela est le plus grand défi de la ville, les quartiers de yourtes. Ce sont de vastes quartiers tentaculaires de tentes traditionnelles en feutre et de petites maisons en bois de fortune qui grimpent sur les flancs des collines. C'est là que des centaines de milliers de nomades se sont installés après avoir perdu leurs troupeaux lors d'hivers rigoureux. Ces quartiers n'ont ni eau courante, ni égout, et de manière critique, pas de chauffage central. En hiver, chacune de ces maisons brûle du charbon, et parfois des pneus ou des déchets, dans une petite cuisinière pour se chauffer. La fumée de ces cuisinières se dépose sur la ville en un smog épais, étouffant et toxique, faisant d'Oulan-Bator l'un des endroits les plus pollués du monde pendant les mois d'hiver. L'air a un goût chimique et suyeux. Et pourtant, la ville est indéniablement vivante. La circulation est l'une des pires que vous verrez jamais. Un embouteillage constant de Land Cruisers et de Prius. Il existe une culture jeune et dynamique, avec des artistes de hip-hop et des créateurs de mode, mélangeant les motifs traditionnels mongols avec le style moderne. Il y a des musées fascinants, comme le Musée national de Mongolie, qui vous donne toute l'histoire de la nation sous un même toit, et le Musée central des dinosaures de Mongolie, qui abrite certaines des découvertes les plus célèbres du Gobi. Les hôtels sont partout. Vous pouvez trouver un lit dans une auberge propre et populaire comme le Golden Gobi pour 10 $, ou obtenir une chambre dans un hôtel de luxe comme le Shangri-La pour 200 $ la nuit. Au milieu de ce chaos moderne, un centre puissant de paix et de spiritualité demeure. Un lieu qui a survécu aux purges de justesse. Il abrite un géant doré, 87 pieds de haut, qui veille sur la ville. Au centre de l'étalement de béton et des embouteillages sans fin d'Oulan-Bator, vous trouvez un type d'énergie différent. Ceci est le monastère de Gandan. Son nom complet, Gandan Tekshinlen, signifie « le grand lieu de joie complète ». Et c'est le monastère actif, le plus important et le plus grand du pays. Comparé aux ruines déchirantes d'Omji, Gandan est une histoire de survie stupéfiante. Pendant les purges de 1937, le monastère a été fermé et beaucoup de ses moines ont été emmenés. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que le complexe principal lui-même a été épargné. Le gouvernement, dans un geste cynique, l'a prétendument conservé comme vitrine de la culture traditionnelle pour prouver aux visiteurs étrangers qu'ils ne détruisaient pas l'histoire. C'était un geste creux, mais cela a sauvé l'endroit de la démolition. En 1944, il a été rouvert sous un contrôle gouvernemental strict, comme le seul monastère fonctionnel de toute la Mongolie,
Plus un musée qu'un lieu de culte. Mais après 1990, avec l'arrivée de la démocratie, il a explosé de vie. Aujourd'hui, plus de 100 moines y vivent et y étudient, et le son de leurs chants profonds, guttural et harmonique est le véritable battement de cœur spirituel de la ville. Lorsque vous entrez, vous verrez des files de Mongols âgés, leurs visages plissés de rides, faisant tourner les grandes roues de prière cylindriques, envoyant leurs prières et leurs bénédictions dans le monde. L'air est épais de l'odeur douce et piquante de l'encens de genièvre brûlé qui s'élève des fours en pierre. Mais l'événement principal se trouve dans le temple principal, un grand bâtiment blanc à l'arrière du complexe. Vous retirez vos chaussures, entrez dans l'obscurité et vous devez relever votre cou tout en arrière. Vous vous tenez au pied d'une statue dorée d'Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. Elle mesure 87 pieds de haut, s'étendant du sol au plafond. Elle est si grande que vous pouvez à peine la saisir entièrement en une seule fois. Cette statue est en fait un remplacement. Le magnifique original, construit au début des années 1900, a été démonté et aurait été emporté par les troupes soviétiques en 1938, son sort inconnu. Ce nouveau a été construit en 1996, financé par des dons de toute la Mongolie et du monde. Il est recouvert de feuilles d'or et orné de milliers de pierres précieuses. C'est une vue accablante et époustouflante, un symbole puissant de la renaissance de la foi en Mongolie. C'est un incontournable de la capitale, un lieu de paix profonde et tangible dans une ville qui s'arrête rarement, voire jamais, de bouger. Du centre spirituel, nous passons au centre politique, à quelques pâtés de maisons de là. Un seigneur de guerre en bronze massif siège, en jugeant l'avenir de la nation. Chaque capitale a une place centrale, mais aucune ne ressemble vraiment à celle-ci. C'est la place Sukhbatar, le cœur officiel et battant d'Oulan-Bator et de toute la Mongolie. Et elle est massive, c'est une vaste étendue de pavés ouverts, de plus de 300 000 pieds carrés, si grande qu'elle peut paraître étrangement vide, même avec des centaines de personnes. C'est là que l'histoire se fait. C'est là qu'avaient eu lieu les défilés massifs de l'ère soviétique. C'est là qu'en 1990, des manifestations pacifiques ont eu lieu dans le froid glacial, conduisant à la chute du communisme et à la naissance d'une nouvelle démocratie. C'est là que la nation se rassemble pour célébrer. Pendant des décennies, elle a été nommée d'après Damdin Sukhbatar, le héros rouge de la révolution de 1921 qui a fait de la Mongolie un pays communiste. Sa statue, le montrant à cheval, le bras levé dans une pose révolutionnaire classique, se dresse toujours au milieu de la place. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'en 2013, la place a été officiellement renommée Place Gengis Khan. Car le pays continue d'embrasser son passé impérial plutôt que son passé communiste plus récent. Bien que, pour être honnête, tout le monde, des chauffeurs de taxi aux habitants, l'appelle toujours Place Sukhbatar. L'espace entier est dominé par un seul bâtiment, l'imposant palais du gouvernement ou chambre du Parlement, massive et grise. C'est un exemple classique d'architecture de style soviétique. Mais en 2006, un nouveau monument massif a été ajouté à son avant. Et juste devant, trônant dans une grande colonnade, se trouve une nouvelle statue en bronze énorme de Gengis Khan lui-même, assis sur un trône, regardant la place avec une présence puissante et sombre. Il est flanqué de ses deux plus grands généraux, Boorkshu et Mukhali, et sur les ailes lointaines se trouvent des statues de Jedei et de Kublai, son fils et son petit-fils. C'est le centre de tout. D'un côté, vous avez l'historique théâtre d'opéra et de ballet de l'État, de l'autre, la moderne tour Blue Sky en verre et en acier, symbole de la Nouvelle Mongolie. Vous verrez des enfants faire du skateboard, des familles prendre des photos et des politiciens se précipiter dans le palais. Pendant le festival de Naadam, c'est là que commence la cérémonie d'ouverture. C'est le point zéro, à partir duquel toutes les distances en Mongolie sont mesurées. C'est un lieu d'échelle et de puissance immense. Mais il y a un autre monument dans la ville, l'un qui raconte une histoire très différente et beaucoup plus compliquée sur le passé du pays. C'est un monument oublié sur une colline, une note de remerciement à un ancien ami. Sur une haute colline au sud d'Oulan-Bator, un étrange monument circulaire surplombe toute la ville. C'est le mémorial de Zaizan. Pour y accéder, il faut grimper 300 marches sinueuses. En montant, vous êtes récompensé par la meilleure vue panoramique de la capitale. Du sommet, vous pouvez voir tout l'étalement du centre-ville en béton et des énormes centrales électriques au charbon, au quartier de Yourte grimpant sur les collines lointaines, le tout niché dans la vallée de la rivière Toul. C'est une vue à couper le souffle et vaste. Mais le monument lui-même est ce qui est vraiment fascinant. C'est une relique, une capsule temporelle d'une autre époque. Il a été construit par les Soviétiques en 1979 comme monument aux soldats inconnus et, plus important encore,
pour célébrer l'amitié incassable entre l'Union soviétique et la Mongolie. La pièce maîtresse est une gigantesque fresque murale en mosaïque circulaire à l'intérieur de l'anneau. C'est de l'art de propagande soviétique classique et exagéré, et c'est en fait beau en soi. Un panneau montre les soviétiques battant les Japonais, qui avaient menacé les frontières de la Mongolie en 1939. Un autre montre le glorieux programme spatial soviétique qui a emmené un homme mongol dans l'espace. Au centre se trouve une scène héroïque de camarades russes et mongols, soldats et citoyens, main dans la main, célébrant leur alliance, le tout sous le regard de Lénine. Mais aujourd'hui, ce lien a disparu. L'Union soviétique n'existe plus. Le mémorial, bien qu'il soit toujours un endroit populaire pour les jeunes couples et les touristes, s'effrite lentement. La peinture s'estompe et le béton s'écaille. Ce que beaucoup ignoraient, c'est l'ironie au pied de la colline. Juste à côté de ce grand monument au communisme, une statue de Bouddha dorée massive et flambant neuve de 100 pieds de haut a été construite. Et juste en dessous, le capitalisme est arrivé sous la forme d'appartements de luxe, de communautés fermées et de centres commerciaux. C'est un instantané parfait de la Mongolie d'aujourd'hui. Une nation prise entre son passé impérial, son histoire communiste et son avenir capitaliste, au rythme rapide, le tout visible depuis un seul sommet de colline. Maintenant, nous quittons la ville. Nous laissons le béton et le smog et nous nous dirigeons vers le sud, vers le paysage le plus célèbre et le plus redouté de tous. Nous allons dans un endroit qui couvre un tiers de tout le pays. Lorsque vous entendez « désert de Gobi », vous imaginez probablement des dunes de sable sans fin et ondulantes, comme le Sahara. Eh bien, vous avez surtout tort. Ce que personne ne vous dit à propos du Gobi, c'est qu'environ seulement 5% en est du sable. Le reste est une vaste étendue déconcertante de plaines de gravier, de montagnes rocheuses, de terres sèches et craquelées, et étonnamment de zones de steppe avec de bas arbustes. Cet endroit est immense. Il couvre un tiers de la Mongolie et s'étend profondément en Chine, et c'est une terre d'extrêmes incroyables. Ce n'est pas un désert chaud comme le Sahara, c'est un désert froid. En été, les températures sur le plancher du désert peuvent lui monter jusqu'à 104 degrés Fahrenheit, assez chaud pour faire frire un œuf. Mais en hiver, il devient un paysage gelé et balayé par le vent, tombant à un moins 40 degrés Fahrenheit potentiellement mortel. C'est l'un des environnements les plus impitoyables sur Terre. Et pourtant, la vie est là. Elle est têtue, dure et rare. C'est le dernier refuge pour l'ours du Gobi ou Masa Alai, en danger critique d'extinction. En 2022, il n'en restait qu'environ 51 dans le monde. Ils survivent en mangeant des racines, des insectes et les quelques baies qu'ils peuvent trouver. Le Gobi abrite également des troupeaux de chameaux bactriens à 2 bosses parfaitement adaptés au froid, des ânes sauvages appelés kulan et le léopard des neiges insaisissable qui traque les hautes chaînes de montagnes qui traversent le désert. Pour les voyageurs, le Gobi est l'aventure ultime. Vous ne pouvez pas faire cela seul. Vous devez engager un guide et un véhicule 4x4. Vous conduirez pendant des jours, parfois sans voir une autre personne, séjournant dans des camps de yourtes gérés par des familles nomades. Ces familles sont parmi les personnes les plus dures et les plus hospitalières de la Terre. Elles élèvent des chameaux et des chèvres dans un endroit où il n'y a presque pas d'eau. Vous boirez du souté tsai, thé au lait salé, et vous pourriez même essayer de l'érag fait de lait de chamelle, ce qui est un goût qui s'acquiert avec le temps. Vous mangerez de la nourriture cuite sur un feu, alimentée par du fumier d'animal séché, car il n'y a pas d'arbres. Et vous apprendrez à quoi ressemble le vrai silence absolu. La nuit, le ciel est si exempt de pollution lumineuse que la Voie lactée ressemble à un nuage épais et peint. Ce désert est également le rêve d'un paléontologue. C'est là que, dans les années 1920, l'explorateur Roy Chapman Andrews a découvert pour la première fois des nids d'œufs de dinosaures, prouvant pour la première fois que les dinosaures pondaient des œufs. Ceci est, littéralement, un cimetière de dinosaures. Ce désert est une terre de nombreuses merveilles, et l'une d'elles, on peut l'entendre avant de la voir. Nous nous dirigeons vers une montagne de sable qui chante un chant profond et obsédant. Dans l'extrême sud du désert de Gobi se trouvent les Kongorin Hills. Ce sont les dunes chantantes, et elles représentent les 5% du Gobi que vous imaginiez. Mais elles sont plus magnifiques, plus grandioses que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas juste une parcelle de sable, c'est une rivière massive de dunes imposantes, large de 10 miles et longue de 80 miles, piégée entre 2 chaînes de montagnes rocheuses sombres. Les sommets les plus hauts, connus sous le nom de Dut Mankan ou Dan Chantante, s'élèvent à plus de 640 pieds du sol plat du désert. C'est aussi haut qu'un gratte-ciel de 60 étages.
Elles tirent leur nom d'un phénomène bizarre, obsédant et légèrement inquiétant. Lorsque le vent est fort ou lorsqu'une grande quantité de sable glisse le long de la face des dunes, ce que vous pouvez déclencher en glissant vous-même, cela crée un son profond, vibrant et gémissant. C'est un bourdonnement de basse fréquence que vous ressentez dans votre poitrine, autant que vous l'entendez avec vos oreilles. Cela ressemble à un avion à hélice volant à basse altitude ou à une note de violoncelle grave. Les scientifiques disent que cela est causé par la friction de milliards de grains de sable, tous de la même taille, glissant les uns sur les autres. Mais la légende locale raconte que c'est le chant d'une belle princesse qui a été enterrée sous le sable par un rival jaloux. Se tenir à la base, entendre ce rugissement sourd résonner à travers le désert, est une expérience qui restera avec vous pour toujours. Grimper jusqu'au sommet est, pour le dire sans détour, un exercice difficile. C'est une progression brutale, un pas en avant, un demi-pas en arrière dans le sable mou et raide. La crête est si nette qu'elle ressemble au tranchant d'un couteau. Cela peut prendre plus d'une heure et vos jambes vous sembleront être de la gelée. Mais la récompense est l'une des plus belles vues sur Terre. Depuis la crête mince comme un rasoir au sommet, vous pouvez voir tout le désert. D'un côté, la mer de sable doré sans fin. De l'autre, une étroite oasis verte, une petite rivière qui coule le long de la base des dunes, donnant vie à une fine bande d'herbe et, bizarrement, à un petit lac. Vous séjournerez dans un camp de yourtes, comme le Gobi Erden, juste au pied des dunes. L'activité la plus populaire, en plus de l'escalade, est l'équitation sur chameau. Vous monterez un chameau bactrien à 2 bosses, un voyage lent et balançant, le long de la base des dunes au coucher du soleil. Le meilleur moment pour visiter est septembre, lorsque la chaleur brutale de l'été s'est estompée et que l'air est clair et vif. De cette merveille sonore, nous passons à une merveille de la vue. Un endroit qui ressemble à une ville perdue d'un autre monde. Ces falaises ressemblent à un temple en ruine, mais elles cachent un secret provenant du fond de l'océan. Ceci est Tsagaan Suvarga, la stupa blanche. Situé dans le Gobi moyen, cet endroit n'a pas l'air réel. C'est une série de falaises massives et abruptes, érodées au fil de millions d'années en forme fantastique et fantaisiste. De loin, elles ressemblent aux ruines d'une ville ancienne, tentaculaire et à plusieurs niveaux, ou à une rangée de stupas géantes et délabrées. Elles sont superposées dans des couleurs pastel brillantes, blanc, rose, rouge et orange. Les falaises ont plus de 131 pieds de haut et s'étendent sur près d'un quart de mile. C'est une merveille géologique, une œuvre d'art naturelle époustouflante. Mais la partie la plus étonnante est ce qu'est cet endroit. Vous vous tenez au fond d'un ancien océan. Il y a des dizaines de millions d'années, toute cette zone était sous l'eau. Ces couches colorées sont le sédiment, le sable et la boue comprimée du fond de l'océan. Et à cause de cela, c'est un trésor de fossiles. Lorsque vous marchez le long de la base des falaises, vous marchez littéralement sur les restes de créatures marines anciennes. Vous pouvez trouver des coquilles de mer fossilisées, d'anciennes coquilles d'escargots et d'autres formes de vie marine, toutes conservées dans la roche désertique sèche et crayeuse. Pour les voyageurs, c'est le rêve d'un photographe. Le meilleur moment pour être ici est au lever ou au coucher du soleil. Lorsque la lumière rasante frappe les falaises, les couleurs explosent. Le calcaire blanc, qui donne aux falaises leur nom de stupa, brille contre les rouges et les oranges profonds. C'est un paysage sublime et étrange. Vous pouvez descendre dans les canyons et explorer les formes étranges, comme si vous étiez sur Mars. Les camps de yourtes à proximité, comme le camp de yourtes Tsagaan Suvarga, offrent un endroit pour séjourner avec une vue directe sur les falaises. C'est un rappel puissant et humble que ce désert, maintenant défini par sa sécheresse extrême, était autrefois un lieu d'eau et de vie abondante. De ce canyon vaste et ouvert, nous nous dirigeons vers un endroit qui est l'exact opposé. Une forêt secrète de pierre. C'est un labyrinthe de piliers de granit cachant les ruines d'un temple perdu. Au milieu de la steppe plate et balayée du Gobi, de l'herbe à perte de vue, le sol jaillit soudainement. Ceci est Baga Gazrin Chulu, ou Pierre de la Petite Terre. C'est une forteresse naturelle, une zone de 25 miles carrés de blocs de granit enchevêtrés, empilés et de formations rocheuses imposantes. C'est une forêt de pierre, créant un labyrinthe de canyons étroits, de vallées cachées et de grottes secrètes. Ce paysage bizarre s'élève à plus de 5600 pieds, une île de granit de haute altitude dans une mer d'herbe. Ce lieu a été un refuge pendant des siècles. Les bergers cachaient leur bétail ici pendant les blizzards,
Les hors-la-loi et les voleurs de chevaux l'utilisaient comme cachette, mais c'était aussi un lieu de pouvoir spirituel. Niché dans une gorge étroite et protégée, caché du vent, se trouvent les ruines d'un monastère du XVIIe siècle. Vous pouvez voir les murs de pierre en ruine d'un petit temple construit juste contre les falaises de granit. Des moines venaient ici pour méditer dans un isolement total, protégés du monde par le labyrinthe de pierre. Il y a même une petite grotte où un moine célèbre aurait vécu, avec une piscine d'eau claire que les habitants disent pouvoir guérir les affections oculaires. Vous devez vous faufiler à travers une fissure étroite dans la roche pour la trouver. Pour les visiteurs, c'est un paradis d'exploration. Vous pouvez passer une journée à vous frayer un chemin sur les rochers, à vous faufiler dans des passages étroits et à découvrir les ruines du monastère. Les rochers eux-mêmes sont magnifiques, recouverts de lichen vert vif et orange, qui ressemble à de l'électricité contre la pierre grise. C'est aussi un excellent endroit pour observer la faune, comme le bouquetin, une chèvre de montagne sauvage, et l'argali, un mouton sauvage, sautant sans effort de falaise en falaise. Plusieurs camps de yourtes sont situés près de l'entrée, ce qui en fait un endroit facile pour passer la nuit. C'est un paysage surréaliste, presque magique, qui semble complètement différent du reste du Gobi. Mais le tour le plus étrange du Gobi est encore à venir, un endroit où le feu et la glace se rencontrent d'une manière qui ne devrait pas être possible. Nous allons dans un canyon du désert qui est rempli de glace solide au milieu de l'été. Ceci est Yolin Am, ou la vallée de la bouche du vautour. C'est une gorge profonde et étroite dans les montagnes du Gobi Gourvan Saikan, et elle détient un secret qui défie toute logique. Ceci est le désert de Gobi. En été, les températures dans cette région peuvent facilement atteindre 100 degrés Fahrenheit. Vous serez en sueur en conduisant jusqu'à l'entrée. Mais à mesure que vous marchez plus profondément dans ce canyon, l'air se refroidit. Les parois rocheuses hautes et rapprochées se bloquent tellement le soleil qu'elles laissent le fond dans une ombre permanente. Et puis vous le voyez, un champ de glace solide et épaisse. Un glacier au milieu du désert brûlant. Comment est-ce possible? La vallée est si profonde et si étroite que les rayons du soleil n'atteignent jamais le fond. Le ruisseau qui y coule gèle complètement chaque hiver, créant un champ de glace massif. L'ombre est si complète que la glace ne fond pas. Du moins, ce n'était pas le cas. À son apogée, le champ de glace s'étendait sur plusieurs miles de long et de nombreuses pieds d'épaisseur. Vous pouviez marcher dessus au milieu de juillet. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que, en raison du changement climatique mondial, la glace présente toute l'année rétrécie. Ces dernières années, elles font souvent à la fin d'août ou en septembre. Mais même lorsque la glace a disparu, le canyon reste étonnamment et rafraîchissant froid. Le nom de bouche du vautour vient du gypaète barbu, un vautour géant qui niche sur les hautes falaises. Vous les verrez planer au-dessus de vous, leurs envergures de 10 pieds projetant des ombres sur le fond du canyon. Ces oiseaux sont célèbres pour laisser tomber des os d'une grande hauteur, pour les briser sur les rochers. La région est également un havre de paix pour le bouquetin et les moutons argali, que vous pouvez souvent repérer sur les crêtes élevées. Le voyage est une partie du plaisir. Vous conduisez jusqu'à un parking, puis vous marchez pendant environ 1 mile dans la gorge. Ou vous pouvez louer un cheval auprès d'un guide local pour quelques dollars pour monter dans le canyon. Le son des sabots du cheval résonnant contre les parois étroites de pierre, c'est un véritable microclimat, un miracle naturel. Mais ce n'est pas le seul site du Gobi célèbre pour sa couleur. Nous allons à un endroit qui semble être en feu. Ces falaises sont de la couleur du sang, et c'est là que l'histoire a été réécrite. Ceci est Bayanzag. Mais le monde le connaît sous le nom que lui a donné dans les années 1920 l'explorateur américain et inspiration réelle d'Indiana Jones, Roy Chapman Andrews. Il les a appelées les falaises flamboyantes, et elles sont spectaculaires. Ce n'est pas un immense canyon, mais une série de falaises spectaculaires en grès rouge feu qui s'élèvent du sol plat du désert. Elles sont faites de la roche tendre et friable de la formation de Jadokna. Pendant la majeure partie de la journée, elles sont impressionnantes. Mais au coucher du soleil, elles s'animent. Le soleil couchant frappe la roche rouge et tout le paysage semble avoir pris feu. La couleur est si intense, si vibrante, qu'elle semble complètement irréelle. Mais la beauté de cet endroit n'est que la moitié de l'histoire. Pour le dire sans détour, c'est l'un des sites paléontologiques les plus importants sur Terre. En 1923, Roy Chapman Andrews était ici à la tête d'une immense expédition, à la recherche des os des premiers humains. Il n'en a trouvé aucun. Il a trouvé quelque chose de bien mieux. Il a trouvé les tout premiers œufs de dinosaures reconnus scientifiquement. Avant cela,
Personne n'était sûr si les dinosaures pondaient des œufs comme les reptiles ou donnaient de naissance à des petits vivants. Bayanzag a résolu le mystère. Il a trouvé un nid de ce qu'il pensait être des œufs de Protocératops. Des années plus tard, on a découvert qu'il s'agissait en fait des œufs d'un oviraptor qui avait pillé le nid. Son équipe a également trouvé les fossiles d'un vélociraptor en plein combat avec un Protocératops, l'un des fossiles les plus célèbres jamais découverts. Ils ont trouvé de nouvelles espèces, d'innombrables squelettes, et ont placé le désert de Gobi sur la carte comme une Mecque pour les chasseurs de dinosaures. Aujourd'hui, vous pouvez marcher à travers les mêmes falaises où il a fait ces découvertes qui ont changé le monde. Il n'y a pas de clôture, pas de zone restreinte. Vous pouvez vous hisser sur la roche molle et friable et explorer les ravins. Vous devez faire attention à ne rien endommager. Mais la sensation de marcher à travers ce cimetière de dinosaures est incroyable. Vous pouvez voir de petits fragments blancs d'os fossilisés juste posés sur le sol. Vous séjournerez dans un camp de yourtes avec une vue parfaite sur les falaises, les regardant s'enflammer au coucher du soleil. Du Gobi, nous volons vers l'ouest, vers une terre de pics déchiquetés, de traditions anciennes et du toit de la Mongolie. Nous allons dans les montagnes de l'Altaï, où 4 nations se rencontrent. Ceci est la chaîne de montagnes de l'Altaï, l'ouest sauvage de la Mongolie. Ce n'est pas la steppe vallonnée, c'est un monde brut, accidenté et éloigné de pics acérés enneigés, de vastes glaciers et de lacs profonds de couleur turquoise. Les Altaïs sont un système montagneux énorme qui forme la jonction de 4 pays, Mongolie, Chine, Russie et Kazakhstan. C'est l'une des zones sauvages les plus reculées et les mieux conservées de la planète. Le parc national de l'Altaï Tavan Bogd, une zone protégée de plus de 2400 km², est le cœur de cette région. C'est une terre de superlatifs. Elle abrite le léopard des neiges insaisissable, l'un des grands félins les plus menacés et les plus beaux du monde. Son pelage épais, gris fumé, lui permet de disparaître dans les falaises rocheuses. C'est aussi là que vous trouverez d'immenses troupeaux de moutons argali, qui ont les plus grandes cornes de tous les moutons du monde, et des bouquetins qui semblent défier la gravité sur les falaises. Ce n'est pas un endroit pour un touriste occasionnel, c'est de l'aventure en haute altitude. S'y rendre nécessite un vol intérieur depuis Ulaanbaatar jusqu'à la ville d'Ölgii, la capitale de la province de Bayan-Өлgii, suivie d'une longue et éprouvante route de plusieurs jours en Jeep 4x4. Mais la récompense est un paysage qui vous changera fondamentalement. Vous verrez des rivières limpides, de vastes vallées remplies d'anciens tertres funéraires appelés Kiriksur, et des familles nomades qui ne sont pas des Mongols Kalk, mais principalement des Kazakhs et des Tuvins, des groupes ethniques distincts avec leurs propres langues et traditions. Cette région est également un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, non seulement pour sa nature, mais aussi pour sa culture. Les complexes pétroglyphiques de l'Altaï mongol contiennent des milliers de gravures rupestres, certaines datant de 12 000 ans. C'est une terre de géants, et dans cette terre de géants, un sommet domine tous les autres. C'est le point le plus élevé de la nation, un trône gelé drapé de glaciers. Ceci est le pic Kwitan. Son nom signifie littéralement « pic froid », et c'est le point le plus élevé de toute la Mongolie, s'élevant à 14 350 pieds. C'est le joyau de la couronne du massif du Tavan Bogd, qui signifie « les 5 saints », un groupe de 5 sommets sacrés drapés de glaciers qui forment la frontière. Le pic Kwitan est si haut qu'à partir de son sommet, vous pouvez regarder par-dessus les frontières de la Chine et de la Russie, toutes se rejoignant dans un panorama gelé incroyable. Grimper ce sommet n'est pas une randonnée, c'est une expédition d'alpinisme sérieuse et exigeante. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter et le faire. Un voyage guidé typique prend environ 10 jours. Il commence par un trek de plusieurs jours, utilisant des chameaux pour transporter l'équipement, jusqu'au camp de base de 3000 mètres, 9800 pieds. De là, vous devez vous acclimater à l'air raréfié, souvent en escaladant un sommet voisin plus petit, comme le pic Malchin, à 13 287 pieds. Malchin lui-même est une longue et difficile escalade, mais elle ne nécessite pas d'équipement technique. L'ascension finale de Kwitan, cependant, est la vraie affaire. Elle nécessite de s'encorder avec une équipe, de mettre des crampons, des pointes métalliques pour vos bottes et de porter des piolets. Vous devez traverser l'immense glacier Potaning, le plus long glacier de Mongolie, naviguant prudemment autour des crevasses qui sont des fissures profondes, cachées et potentiellement mortelles dans la glace. L'ascension est épuisante, commençant avant l'aube, et est un effort difficile et physiquement exigeant en haute altitude. Mais la récompense, c'est le monde.
Se tenir sur ce sommet, sur le toit de la Mongolie, avec rien d'autre que de la glace, de la roche et le ciel autour de vous, est un exploit que peu de gens auront jamais l'occasion de vivre. Mais vous n'avez pas besoin d'être un alpiniste d'élite pour voir l'histoire de l'Altaï. L'histoire de cette terre est écrite sur les rochers, pour que tout le monde puisse la voir. C'est une galerie d'art vieille de 12 000 ans, sculptée dans la pierre. Éparpillée à travers les montagnes de l'Altaï, en particulier dans les vallées près de Tavanbogd, se trouvent plus de 10 000 gravures rupestres anciennes ou pétroglyphes. C'est l'une des plus grandes et des mieux conservées collections d'art de l'âge de pierre et de l'âge du bronze au monde. C'est une vaste galerie d'art à ciel ouvert qui raconte l'histoire de l'humanité dans cette région sur une période de 12 000 ans. C'est un site de l'UNESCO et lorsque vous le voyez, vous comprenez pourquoi. Ce ne sont pas des figures schématiques grossières. Ce sont des images vives et détaillées, ciselées dans la roche sombre, de couleur rouille, des flancs des montagnes. Les premières images de l'ère paléolithique il y a environ 11 000 ans montrent un monde différent. Les graveurs ont gravé d'énormes mammouths, des rhinocéros laineux et des cerfs géants. C'était une époque où cette vallée était un habitat luxuriant et boisé pour d'énormes animaux. En vous promenant dans les vallées, vous pouvez littéralement voir l'art changer avec le temps, comme des chapitres dans un livre. Les gravures ultérieures de l'âge du bronze, datant d'environ 3000 ans, montrent l'aube du nomadisme. Vous voyez des images de chasseurs avec des arcs, des troupeaux de bouquetins, et les premières représentations de personnes à cheval faisant paître leurs animaux. Vous pouvez même voir des scènes de rituels, avec des figures de type chaman, les bras tendus, dansant. Ce qui est si incroyable, c'est l'accessibilité. Ils ne sont pas isolés dans un musée. Vous y êtes. Vous faites une randonnée dans une vallée isolée et votre guide vous indiquera simplement un rocher. Et vous le verrez, une gravure vieille de 10 000 ans d'un mammouth, juste là, exposé au vent et à la neige. C'est une connexion directe, physique et profondément humble avec les gens qui vivaient dans cet endroit exact. Des milliers et des milliers d'années avant tout empire. Et cette région abrite toujours l'une des traditions culturelles les plus uniques sur Terre, un partenariat entre l'homme et la bête qui ressemble à quelque chose sorti d'un roman de fantasy. Ce sont les dernières personnes sur Terre qui chassent avec des aigles royaux. Dans les hautes vallées de la province de Bayan-Ulji, à l'extrême ouest, vivent les nomades kazakhs, et ils pratiquent une tradition vieille d'au moins 1000 ans. Ils chassent avec des aigles royaux. Ce ne sont pas de petits oiseaux. Une femelle aigle royale, préférée pour la chasse car elle est de plus grande et plus agressive, peut avoir une envergure de plus de 7 pieds et peser jusqu'à 15 livres. Les chasseurs, connus sous le nom de burkichi, n'élèvent pas ces oiseaux à partir de poussins. Ils les capturent dans un nid lorsqu'ils sont jeunes. Une tâche dangereuse et difficile qui implique de descendre des falaises abruptes. Ils entraînent ensuite l'aigle, formant un lien personnel profond et individuel avec lui qui dure des années. C'est un véritable partenariat. Le chasseur, à cheval, vêtu d'un épais manteau de fourrure et d'un chapeau en fourrure de renard, se rendra au sommet d'une crête montagneuse. L'aigle, perché sur son bras fortement ganté, scrute la vallée en contrebas avec des yeux 8 fois plus perçants que ceux d'un humain. Lorsqu'il repère un renard, un lièvre ou même un petit loup, le chasseur le lâche. L'aigle plonge, un missile à plumes atteignant des vitesses de plus de 150 miles par heure, pour faire la prise. Le chasseur partage ensuite le butin avec son oiseau. Cette tradition est presque exclusivement transmise de père en fils. Mais récemment, elle a acquis une renommée mondiale grâce au documentaire de 2016, The Eagle Huntress, qui racontait l'histoire d'Aisholpan, une jeune fille de 13 ans qui s'est entraînée pour devenir la toute première chasseresse à l'aigle de sa famille. Le meilleur moment pour voir cette tradition est au début d'octobre, au Festival de l'Aigle Royal, qui se tient juste à l'extérieur de la ville d'Ulji. Des dizaines de chasseurs se rassemblent pour montrer leurs compétences, leurs manteaux de fourrure traditionnels et leurs magnifiques oiseaux. Ils concourent dans des épreuves comme appeler leur aigle sur leurs bras depuis le sommet d'une falaise, testant la force de leurs liens. C'est une tradition spectaculaire, puissante et très réelle. Après environ 10 ans de partenariat, les chasseurs font quelque chose d'étonnant. Ils organisent une cérémonie et relâchent leur aigle bien-aimé dans la nature afin qu'il puisse se reproduire et vivre le reste de sa vie. De l'ouest accidenté et sec, nous nous envolons maintenant vers l'extrême nord, vers un endroit qui ressemble plus à la Sibérie qu'à la Mongolie. C'est une mer d'eau cristalline si pure que vous pouvez la boire directement du lac. Ceci est le lac Kufskol, et c'est un géant. C'est le plus grand lac d'eau douce de Mongolie,
contenant un pourcentage stupéfiant de 70% de toute l'eau douce du pays. Pour mettre cela en perspective, ce seul lac contient environ 0,4% de toute l'eau douce de la planète entière. C'est un lac ancien, formé il y a des millions d'années, et il est incroyablement profond, plus de 860 pieds. L'eau est si pure, si vierge et si claire que vous pouvez voir à des dizaines de pieds de profondeur. Les habitants l'appellent la perle bleue foncée, et il est si vaste qu'ils l'appellent souvent simplement l'océan. Il fait partie d'un parc national, et le paysage est un choc total après le Gobi. Ce n'est pas un désert, c'est un monde de type sibérien de forêts de pins épaisses, appelée la taïga, de prairies verdoyantes et luxuriantes remplies de fleurs sauvages, et de troupeaux de yaks et de rennes. Le lac est géologiquement relié par des rivières souterraines à sa sœur plus âgée, le lac Baïkal en Russie, qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière. Pour les voyageurs, c'est un paradis. Vous pouvez séjourner dans des camps de yourtes juste sur le rivage, vous réveillant au son de l'eau clapote. Vous pouvez faire de la randonnée dans les forêts, faire de l'équitation le long du rivage ou faire une excursion en bateau. Il y a même un vieux bateau russe appelé le Soukbatar, construit en 1910, qui emmène toujours les visiteurs en excursion. En hiver, le lac devient un autre type de merveille. Il gèle complètement avec une glace de plus de 3 pieds d'épaisseur. Il devient une autoroute principale et les habitants y conduisent leurs camions, jeeps et traîneaux, tirés par des chevaux, créant des raccourcis impossibles en été. Il est également célèbre pour son festival de glace spectaculaire, avec des sculptures de glace massives, du patinage sur glace et des courses de traîneaux à cheval. C'est un lieu d'une beauté naturelle immaculée, presque incroyable. Et dans les forêts profondes et isolées entourant ce lac, un petit groupe de personnes vit une vie qui semble tout droit sortie d'un livre d'histoire. Ce sont les derniers éleveurs de rennes de Mongolie et ils vivent dans des tipis. Cachés dans les forêts profondes et isolées de la taïga au nord du lac Khövsgöl, dans une zone que vous ne pouvez atteindre qu'après des jours de voyage en jeep puis à cheval, vit l'un des groupes ethniques les plus petits et les plus uniques de la Terre, le peuple Duka ou Tsaatan. Il ne reste qu'environ 40 à 80 familles, soit peut-être 400 personnes au total, et tout leur mode de vie, toute leur culture, tourne autour d'un seul animal, le renne. Ce sont de véritables éleveurs nomades de rennes. Ils ne vivent pas dans des yourtes comme le reste de la Mongolie. Ils vivent dans des tipis, ou URT, qui sont des tentes coniques, faites de poteaux et de toiles, similaires à celles des Amérindiens, car elles sont plus faciles à déplacer dans la forêt. Leur lien avec le renne est tout. Ils boivent le lait riche et gras du renne, ils en font du fromage, et ils utilisent les animaux pour le transport. Les chevaux chantent à travers les forêts denses et moussues. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'ils ne mangent presque jamais leur renne. Les animaux sont trop précieux pour eux, comme des membres de la famille. Ils chassent du gibier pour la viande, ils déplacent leur campement 5 à 10 fois par an, une migration difficile et lente à la recherche de la mousse spéciale que leurs rennes ont besoin de manger. Leur culture est également unique. Leur principal système de croyance est le chamanisme, une connexion profonde avec les esprits de la forêt, de l'eau et du ciel. Certains des chamans les plus puissants et les plus respectés de Mongolie seraient parmi les Duka. Leur rendre visite est une entreprise sérieuse. C'est un long voyage de plusieurs jours à cheval depuis la ville la plus proche, au cœur de la forêt. Mais pour ceux qui y parviennent, c'est une expérience qui change une vie. Vous serez accueillis dans leur tipi, partagerez un bol de thé au lait de renne chaud et salé, et verrez un mode de vie entièrement dépendant de la nature et de cet animal doux et gracieux. C'est une existence fragile, et ils luttent pour la maintenir alors que le monde moderne et le tourisme commencent à les atteindre. Leur base d'opération, la petite ville au bord du lac, est un avant-poste face à cette vaste nature sauvage. C'est une ville frontière où le monde gèle pendant 6 mois de l'année. Ceci est Katgal. C'est une petite ville tranquille, située à l'extrémité la plus méridionale du lac Khövsgöl. La majeure partie de l'année, c'est un avant-poste endormi, une collection de maisons en bois coloré et de yourtes qui servent de principal point d'entrée pour les voyageurs venant voir le lac. Il possède un petit aéroport, quelques maisons d'hôtes et une poignée de magasins vendant des fournitures de base. L'odeur de la fumée de bois est toujours présente dans l'air. Mais toute la personnalité de cette ville est forgée par le froid. Pendant 6 mois de l'année, cet endroit est enfermé dans un gel profond, de type sibérien. Les températures chutent à moins 30 ou moins 40 degrés Fahrenheit et y restent. Le lac devient une plaque de glace solide de plus de 3 pieds d'épaisseur. Ce qui était autrefois une barrière devient une route. La glace est si solide
qu'elle devient la principale autoroute. Des camions, des voitures et des traîneaux tirés par des chevaux appelés Tereg filent à travers la surface gelée, créant des raccourcis vers les villages de l'autre côté qui prendraient des heures à atteindre en été. La ville est devenue célèbre pour son tourisme hivernal. Des gens du monde entier viennent pour expérimenter le froid intense. Ils font de la conduite sur glace, des promenades en charrette à cheval sur le lac et visitent les sources chaudes voisines qui fument dans l'air glacé. C'est un lieu d'une résilience incroyable. Les gens qui vivent ici sont résilients, forgés par le froid d'extrême. Séjourner ici en hiver est une aventure. Vous vous blottirez autour d'un poêle à ventre dans votre yourte, l'air si froid qu'il semble piquant. Mais lorsque vous sortez la nuit, le silence du lac gelé, sous un ciel rempli d'étoiles si brillantes qu'elles ressemblent à des diamants, est absolu. C'est une vraie ville frontière. Le dernier arrêt avant la vaste nature sauvage bleue du lac et la forêt profonde et sombre de la taïga. Mais toutes les villes de Mongolie ne sont pas faites pour l'aventure. Certaines sont une question de vie ou de mort. Cette prochaine ville est un refuge, un havre de paix contre le plus meurtrier de Mongolie. Ce n'est pas un lieu unique, mais un événement terrifiant et récurrent. Il s'appelle le Zoud, et c'est le grand cauchemar récurrent de la Mongolie. Un Zoud est une catastrophe hivernale sévère, une des apocalypses blanches unique à cette partie du monde. Ce n'est pas juste un hiver froid, c'est une tempête parfaite de désastre, et cela se produit plus fréquemment en raison du changement climatique. Cela commence souvent par une sécheresse estivale, ce qui signifie que les animaux ne peuvent pas s'engraisser pour l'hiver. Ensuite, l'hiver apporte une neige exceptionnellement profonde, un zoud blanc qui enterre l'herbe, rendant impossible pour le bétail de trouver de la nourriture. Ou pire encore, cela apporte une légère fonte suivie d'un gel profond, recouvrant toute la steppe d'une couche de glace épaisse et impénétrable, un zoud de fer, rendant le pâturage impossible. Lorsqu'un zoud frappe, l'effet est catastrophique. Le bétail périt par millions. Les éleveurs qui ont passé toute leur vie à bâtir un troupeau de chevaux, de chèvres et de moutons peuvent être complètement anéantis en un seul hiver. Le zoud de 2009 à 2010 a été l'un des pires, éliminant plus de 8 millions d'animaux, un pourcentage massif de la population totale de bétail du pays. Pour le dire sans détour, c'est le désastre économique et social numéro 1 en Mongolie. C'est ce qui motive la migration de masse des éleveurs désespérés et ruinés vers les districts de Yurte d'Ulaanbaatar. C'est là qu'interviennent des villes comme Arvaykir. C'est une capitale provinciale centrale, la ville principale de la province d'Överkangay. Ce n'est pas un lieu touristique, c'est un lien vital. C'est une ville de transition, un refuge pour les éleveurs qui ont tout perdu. C'est un endroit où ils essaient de s'adapter à une nouvelle vie, à mi-chemin entre leurs anciennes coutumes nomades et le monde urbain moderne. C'est un rappel austère et poussiéreux que dans cet empire vide, la vie est une bataille constante et aux enjeux élevés contre un environnement qui est à la fois beau et absolument impitoyable. Mais en été, cette terre de difficulté explose de vie, lors de la plus grande, de la plus joyeuse et de la plus intense célébration de la nation. Ce sont les Jeux de Hod, une fête nationale de lutte, de chevaux et de flèches. Chaque juillet, toute la nation de Mongolie s'arrête pour célébrer Naadam. C'est leur fête nationale, leurs Jeux olympiques et leur Mardi Gras tout en un. C'est un festival spectaculaire des 3 Jeux de Hod, la lutte, les courses de chevaux et le tir à l'arc. Et cela ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu. La plus grande célébration a lieu dans la capitale, Ulaanbaatar, dans le stade principal, mais chaque ville et village a son propre Naadam plus petit et plus intime. Premièrement, la lutte. C'est la lutte traditionnelle mongole, et les règles sont simples. Il n'y a pas de catégorie de poids, ni de limite de temps. Le premier homme à faire toucher le sol à n'importe quelle partie de son corps, autre que ses mains ou ses pieds, perd. 512 à 1024 lutteurs, des hommes énormes vêtus de minuscules gilets brodés appelés zodog, qui sont ouverts sur le devant, dit la légende, pour prouver qu'ils sont des hommes et non des femmes, et de shorts appelés shudai, concourent dans un tournoi à élimination simple. Un seul match peut durer des minutes ou des heures. Lorsqu'un lutteur gagne, il exécute la danse de l'aigle, un battement d'aile lent et gracieux, et reçoit un titre. Le vainqueur de tout est appelé l'arslan, ou le lion. Deuxièmement, les courses de chevaux. C'est le test d'endurance ultime, et c'est le cœur du festival. Ce ne sont pas de courses de chevaux, c'est du cross-country, avec des courses allant jusqu'à 18 miles de long, se déroulant à travers la steppe ouverte et inégale. Et les jockeys, ce sont des enfants, certains aussi jeunes que 5 ans,
choisis pour leur légèreté. C'est une course sauvage, chaotique et dangereuse, avec des centaines de chevaux soulevant un immense nuage de poussière. Ce qui est fou, c'est que la véritable star est le cheval. Le cheval gagnant est célébré et des chansons lui sont chantées. Il y a même un prix spécial pour le cheval qui arrive dernier dans la course des chevaux de 2 ans. Il est appelé le Bayan Kodoud ou au estomac plein et c'est une façon de dire meilleure chance la prochaine fois. Troisièmement, le tir à l'arc. Hommes et femmes concourent, vêtus de leurs belles et colorées robes traditionnelles ou deals. Ils ne tirent pas sur une simple cible circulaire. Ils tirent sur un mur de petits cylindres tissés appelés sewers qui sont empilés sur le sol. Les hommes tirent à une distance de 75 mètres, environ 246 pieds, et les femmes à 65 mètres. Lorsqu'ils touchent une cible, le juge crie un mot de louange. Ukai! Naadam est une explosion de couleurs, de sons et d'énergie, une célébration des compétences qui ont permis aux Mongols de survivre et de conquérir la steppe. Mais il y a une autre compétition, une compétition moderne, qui est encore plus extrême. C'est la course de chevaux, la plus longue et la plus dure du monde entier. Si Naadam est une célébration de la tradition, le derby mongol est un test d'endurance pure et inaltérée. C'est, officiellement, la course de chevaux la plus longue et la plus dure du monde. C'est une course d'endurance de 1000 km, 622 miles, à travers les parties les plus reculées, non balisées et sauvages de la steppe mongole. Et ce n'est pas seulement une course, c'est une reconstitution. Elle retrace le chemin de l'ancien Moro, ou système de messagerie postale à cheval, de Gengis Khan, qu'il a mis en place en 1224. Ce fut le premier service postal longue distance du monde, un Pony Express à l'échelle impériale. Voici comment cela fonctionne. Des dizaines de cavaliers du monde entier, aventuriers, cavaliers professionnels et amateurs complets, paient des frais d'inscription massifs de plus de 14 000 $ américains pour concourir. Ils doivent parcourir les 620 miles entiers en 10 jours ou moins. Mais voici le piège, ils n'ont pas un seul cheval, ils en ont 25. La course est divisée en étapes de 40 km, 25 miles, avec une station de chevaux, ou urtu à la fin de chacune. Les cavaliers galopent dans une station, sautent de leur cheval et doivent choisir leur prochaine monture parmi une sélection semi-aléatoire de chevaux mongols robustes, fougueux et semi-sauvages qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Pour le dire sans embâge, c'est dangereux. Les cavaliers sont livrés à eux-mêmes. Ils naviguent avec un GPS, faisant face à une chaleur incessante, à des orages soudains et violents, à la déshydratation, à l'épuisement et à la très forte chance d'être désarçonnés par un cheval qui ne veut pas être monté. La nuit, ils peuvent soit camper à la Belle Étoile, soit séjourner avec les familles nomades locales qui gèrent les stations de chevaux. Des vétérinaires examinent les chevaux à chaque arrêt. Et tout cavalier qui pousse trop fort son cheval reçoit une pénalité de temps strict. C'est un test brutal, épuisant et qui change la vie, d'équitation, de chance et de pure survie. De ce test d'endurance ultime, nous terminons sur un lieu de mystère pur et ancien. C'est une seule roche géante, couverte des signatures de l'histoire. Au milieu d'une large vallée plate et herbeuse du centre de la Mongolie, une seule roche massive fait saillie de la terre. C'est Taihar Shulu. C'est un monolithe de granit solitaire de 25 pieds de haut. On dirait qu'il est tombé du ciel. Il ne correspond à aucune des caractéristiques géologiques environnantes. Et pendant des milliers d'années, cette roche a été un témoin silencieux. C'est un repère naturel qui est devenu un objet sacré, une toile pour l'histoire elle-même. La légende locale raconte que la roche est en fait un rocher géant qu'un héros mythique, Bök-Bilikt, a lancé pour immobiliser un serpent géant qui vivait sous terre et terrorisait la région. Mais l'histoire réelle est écrite sur sa surface. La roche est couverte, de haut en bas, d'inscriptions, de symboles et de graffitis de presque toutes les époques de l'histoire humaine en Mongolie. Vous trouverez d'anciennes écritures runiques turques, similaires à celles de la vallée de l'Orkhon. Il y a des écritures mongoles traditionnelles, des prières bouddhistes tibétaines et même des signatures de voyageurs et d'éleveurs des derniers siècles. C'est un livre d'or pour la steppe. Tous ceux qui sont passés par là, des anciens chamans aux seigneurs mongols en passant par les éleveurs d'aujourd'hui, ont ressenti le besoin de laisser leur marque sur cette étrange et puissante pierre. Vous verrez des ovus, tas de pierres chamaniques sacrées, à sa base, où les gens laissent des offrandes d'écharpes bleues, de lait ou de vodka. Debout devant elles, vous pouvez retracer le flux des empires et des religions, juste en regardant les différents types d'écritures. C'est un lieu de pouvoir ancien et tranquille, un mystère final et approprié dans un pays qui en est plein.
Du géant d'acier de Gengis Khan à cette pierre silencieuse et remplie d'histoire, la Mongolie reste l'empire vide, une terre qui garde ses secrets de près, attendant ceux qui veulent te bien regarder. La Mongolie est une terre d'échelle impossible, d'extrêmes brutaux et d'une beauté si vaste qu'elle redéfinit votre sens de l'espace. C'est un empire du vide, plein de merveilles étonnantes. Avez-vous aimé la vidéo? Abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime ». Et voici une dernière question. Est-il juste que le monde moderne visite et change les dernières cultures nomades anciennes, ou devraient-elles être laissées complètement seules? Dites-le nous dans les commentaires.